Bienvenue dans notre émission Sapicopark. L'angle de Sapicopark est volontairement provocateur pour échanger sans langue de bois sur différents sujets avec des opinions, des positions plus ou moins différentes. Et pourquoi pas pour casser des clichés, pour balayer les idées reçues. Lorsqu'une image vaut 1000 mots, une vidéo en vaut 10 000. Et alors ? Prêt à partir à la chasse aux tendances vidéo pour la communication des entreprises? Et dans tout ça, quelle est la place pour la photo? Quelle mode suit-elle? Le saviez-vous? En ce qui concerne la photo, l'avènement de la photographie en 1839 ouvre la voie à une nouvelle activité professionnelle, photographe. Un grand nombre de peintres embrassent cette activité naissante, alors que d'autres comprennent très vite l'intérêt financier que représente cette profession. La photographie a profité de nombreuses innovations technologiques et techniques dans les domaines de l'optique, de la chimie, de la mécanique, de l'électricité, de l'électronique et de l'informatique. La photographie a pris une place très importante dans notre vie. Les téléphones portables ont largement contribué à cette place en effet. Les sites internet proposant des développements à des prix défiant toute concurrence se multiplient, laissant aux plus novices d'entre nous la possibilité de prendre tout et n'importe quoi en photo. Une photo, attention, elle restera des années. C'est un peu la transmission de notre mémoire en images. Nous avons tous au fond du tiroir, n'est-ce pas Anaïs, un vieil album photo de famille que nous prenons plaisir à regarder de temps en temps. Ah, puis j'en ai pas qu'un. Et pour la vidéo? Pour la vidéo, selon la plupart des théoriciens de l'art vidéo, celui-ci est trentenaire et son maître accoucheur est Nam June Paik. L'artiste coréen, disciple de John Case et Karl-Heinz Stockhausen, installe dans un bric-à-brac surréaliste 13 téléviseurs préparés. Des fréquences sonores passent dans chacun des tubes cathodiques qui produisent froissement, distorsion, défilements verticaux, etc. La première vidéo publiée sur YouTube est mise en ligne le 23 avril 2005, soit plus de 2 mois après le lancement officiel du service. Elle s'intitule « Moi au zoo ». La personne qui l'a mise en ligne n'est autre que Jawed Karim, l'un des cofondateurs du service. Alors elle est longue de 18 secondes, alors on ne croirait pas, mais c'est hyper long pour l'époque. Elle montre le jeune homme au zoo de San Diego devant l'enclos des éléphants. Et c'est tout d'ailleurs? C'est tout, vraiment ça s'arrête là. Et la première vidéo à dépasser le 1 million de vues est une vidéo publicitaire réalisée par Nike. Très en avance sur leur temps, Nike. C'est en 2005, elle montre le footballeur Ronaldinho, alors joueur à Barcelone, à l'entraînement. Mais c'est de Corée que vient la première vidéo à atteindre le milliard de vues sur YouTube. C'est le clip Gangnam Style, je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est de l'artiste Psy, qui l'a mis en ligne le 15 juillet 2012 et elle passe le cap symbolique un peu plus de 5 mois plus tard. Enfin voilà, la vidéo est partout aujourd'hui, dans la formation, la communication, la surveillance, la pédagogie, la médecine et le loisir et j'en passe. Elle a réussi ses noces avec la numérisation et l'informatique, pousse à l'extrême sa miniaturisation. Bonjour Étienne, bonjour Frédéric. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez peut-être pouvoir regretter à la fin, qui sait. On regrette peut-être déjà. Oui. Alors, il faut reconnaître que la crise sanitaire a largement encouragé la digitalisation de nos relations et a précipité la mutation de nos usages numériques. Si depuis plusieurs années, la vidéo est le format de communication numéro 1, bon, maintenant Frédéric va sûrement nous dire autre chose, elle évolue constamment avec l'arrivée de nouvelles tendances et l'année 2023 nous réserve des surprises. Mais comment, Étienne, la vidéo fait pour se réinventer sans cesse? En fait, la vidéo, elle va suivre des modes, des courants. Elle va aussi s'adapter aux nouveaux réseaux sociaux qui vont sortir. Et donc, c'est vrai que quand on soit sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn, on n'aura pas le même style de vidéo. Et puis aussi, c'est les consommateurs qui sont tout en renouvellement, puisque certains vieillissent, d'autres apparaissent sur les réseaux sociaux, donc ils ont des attentes différentes. Et c'est vrai que nos parents, nous-mêmes, et puis nos enfants, ils ne regardent pas le même style de vidéo. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, il faut s'adapter à la cible qu'on a. Mais c'est le matériel aussi qui évolue, ça suit l'évolution, le matériel? Oui, aussi. Par exemple, on peut maintenant faire des super vidéos avec un iPhone ou un iPhone, faire des vidéos qui sont vraiment très qualitatives en termes de lumière, de prise de son qui est plutôt pas mal aussi. Donc tout ça, ça fait que nous, en tant que société de production, on doit aussi s'adapter et faire des choses différentes parce que des vidéos qui ont peu d'intérêt comme une interview, est-ce que faire venir une équipe de prod, c'est bien ou pas? Le budget sera un peu élevé, donc pourquoi pas du coup le faire avec son téléphone portable, mais nous, c'est à nous de faire en sorte d'avoir
des vidéos qui vont être plus qualitatives, plus créatives, et en fait accompagner les clients sur autre chose que simplement faire de la prise de vue, mais on va être sur l'écriture de scénario, sur l'accompagnement à être filmé, comment se comporter face à une caméra. Est-ce que la photo aussi se réinvente au fur et à mesure? Pareil, c'est plus le matériel en fait qui évolue. Il n'y a pas vraiment de tendance sur la partie photo corporate. Je parle après, c'est vrai que ça peut être différent sur l'artistique et autres. La tendance va plus porter sur le besoin du client et le message qu'il veut faire passer de sa société. J'ai tendance à dire qu'il y a autant de tendances que de clients. Il n'y a pas vraiment de règles. Par contre, en effet, le matériel apporte de nouvelles photos, de nouvelles prises de vue. Typiquement, la démocratisation du drone a permis, en effet, dans l'événementiel et dans le corporate, d'amener vraiment tout autre chose. À moindre coût, il n'y a plus besoin de faire décoller des hélicoptères, quoi. La vidéo évolue, se transforme, tu le disais, sous l'effet des tendances communicationnelles, mais ce sont les attentes du public, parce que tu parlais essentiellement des réseaux, mais j'aimerais que tu pousses le raisonnement un peu plus loin. C'est le public, hein, c'est les évolutions sociétales, c'est les influenceurs, tu disais les réseaux, mais bon, il n'y a pas que, ou comme je le disais tout à l'heure, les innovations technologiques. D'après toi, qu'est-ce qui vous pousse le plus à évoluer ? En fait, c'est un peu le tout qui est mélangé, c'est que vu que la technologie se miniaturise, qu'on a des caméras de petite taille mais qui sont de très bonne qualité, en fait, on peut faire des plans qui sont un peu différents d'avant. Par exemple, il y a 30 ans, lorsqu'on voulait faire un plan en mouvement avec une caméra, il fallait avoir un gros Steadicam, du coup ça prenait beaucoup de place et il fallait avoir un opérateur qui sache l'utiliser, donc c'était assez compliqué. Aujourd'hui, on peut mettre du coup une bonne caméra mais sur un stabilisateur, un Ronin par exemple, et faire des mouvements qui seront quasiment de la même qualité que ce qu'on avait il y a 30 ans, avec une caméra qui est beaucoup plus petite, ce qui fait qu'on peut passer par des portes. On peut aussi du coup prendre un drone, bouger de porte en porte et puis après le faire s'envoler par une fenêtre. Donc tout ça en fait ça permet de raconter des histoires différemment parce que la technologie le permet aussi. D'accord, et est-ce que c'est pareil pour la photo? Est-ce qu'avec le matériel on peut raconter différentes histoires, faire des photos différemment, suivre d'autres tendances? Oui et non. Le matériel amène en effet de la facilité plus dans des conditions extrêmes. On peut aujourd'hui faire des photos dans des situations très sombres sans avoir une qualité d'image dénaturée comme c'était le cas avant. Pareil, le poids du matériel évoluant aussi, on va être beaucoup plus mobile également. Et après, encore une fois, sur la photo, la vraie innovation en termes de prise de vue, c'est vraiment tout ce qui se passe autour du drone. Est-ce que la vidéo est toujours cet outil qui permet d'investir de multiples canaux pour diffuser son image de marque et se différencier de ses concurrents? Alors Véronique, elle te pose cette question parce que là, comme on peut le voir, c'est la vidéo qui remporte la préférence des internautes à 80%. Aujourd'hui, elle est essentielle dans une stratégie de contenu digital dynamique. Donc, Et quand tu vois que 50% des utilisateurs passent à l'action après une vidéo, donc c'est cet outil qui nous permet d'investir tous les canaux de communication finalement? En fait, il faut juste placer à la place du consommateur en fait. Et nous-mêmes, on va consommer des vidéos. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est sur LinkedIn, lorsqu'on est sur Facebook? S'il y a une vidéo, on va s'arrêter. Et si elle nous intéresse, en fait, on va la consommer jusqu'au bout, en tout cas une grande partie. Donc, c'est pas simplement que la vidéo, les boîtes qui en font, on va en parler le mieux, c'est que le consommateur est habitué à voir de la vidéo en fait. Et au lieu de lire un blog, au lieu de s'arrêter sur une infographie, il sera plus apte à enregistrer, comprendre et peut-être aussi à retenir surtout ce qui s'est passé sur une vidéo. Donc en fait, la vidéo, c'est vraiment... C'est vrai que c'est plus séducteur qu'une fiche technique quand tu regardes un produit. Il y a de nouvelles best practices vidéo qui apparaissent tout le temps dans les stratégies de communication, marketing et RH. En 2023, clairement, c'est la jungle. Certains affirment que c'est plutôt comme ça, que c'est plutôt des formats courts qu'il faut faire, plutôt des formats longs. D'autres prétendent que les tendances, c'est ça, etc., etc. Du coup, t'en penses quoi, toi? C'est quoi la tendance 2023? Alors, si elle te dit ça, c'est parce qu'on a regardé les tendances 2021, 2020, 2021, 2022, 2023, et on a l'impression que ça se contredit. Tu vois, l'année dernière, on disait non, il faut faire voilà, que des vidéos courtes cette année, les tendances 2023. Non, c'est des vidéos plus longues, plus qualitatives, etc. Comment on fait pour s'y reconnaître dans cette jungle? En fait, les tendances, encore une fois, ça dépend de la cible que l'on a. Et si on est par exemple sur YouTube et qu'on veut transmettre un message plus qualitatif sur une expertise, là du coup une vidéo longue sera plus intéressante parce qu'on aura le temps de développer une idée, comme en fait tu fais avec le parc.
ça pique au parc, les rendez-vous du parc, etc. Ça fait que tu as le temps de rencontrer quelqu'un, de comprendre son point de vue et d'échanger quelque chose. Alors qu'une vidéo courte, c'est plutôt de la promotion, donc de la pub. Ça va être une vidéo de présentation d'entreprise, une vidéo d'interview client. Les gens ne vont pas passer 10 minutes à regarder une interview client, ne vont pas passer 10 minutes à faire une vidéo de présentation. Par contre, un tuto, par contre, une vidéo vraiment experte sur un sujet précis, bah là, on peut être long et on peut faire une demi-heure, on peut faire 1 heure. Et ce qui est en ce moment à la mode, c'est beaucoup les podcasts vidéo en fait, sur YouTube. Donc, on va interviewer quelqu'un, une personne, ou comme on peut le faire aussi aujourd'hui. On aura le côté podcast, donc du coup uniquement audio, mais on aura aussi le côté vidéo qui aura été filmé et qui sera ensuite diffusé sur YouTube. Donc les deux formats en fait sont utilisés. Ils cohabitent et ça dépend vraiment en fait de la cible et puis de l'objectif que l'on a en fait par rapport à la vidéo qu'on est en train de faire. D'accord. Et les best practices en photo? Est-ce qu'il y a des best practices? Est-ce qu'il y a des tendances aussi ou des modes comme ça? On est plus sur le format, c'est-à-dire que Instagram a amené au format carré. Les réseaux sociaux amènent, et on le retrouve même également un peu dans la vidéo, au format de 9/16e, donc un format plutôt portrait. Donc c'est vrai qu'on a tendance à évoluer aussi par rapport à l'utilisation et les supports d'utilisation de nos images. Après, la tendance va porter peut-être plus sur le portrait corporate qui se renouvelle un petit peu et voilà, on sort un petit peu du costume cravate sur fond blanc en mode photo d'identité, mais on cherche plus à coller encore une fois à l'image de la société avec des choses qui parfois peuvent être complètement déjantées, décalées, mais qui du coup représentent encore une fois l'image que veut renvoyer la société. Et quand je parlais de tendance tout à l'heure, c'est ça, c'est-à-dire que notre boulot, comme le disait Étienne, c'est pas uniquement de la prise de vue, c'est justement de comprendre quel est le message que la société veut faire passer, quelle est l'identité de la société, pour justement, à travers nos images, le retranscrire. J'étais dernièrement en reportage sur une société du parc, société donc, qui fabrique des alarmes en France, et c'était important de montrer justement ce travail manuel et d'insister sur l'humain derrière quelque chose qui, derrière nos écrans, semble souvent très industrialisé, très robotisé. Très importé. Très importé. Donc voilà, c'est tout ça qui est important et ce qui fait que il n'y a pas vraiment de tendance en termes d'image, si ce n'est, comme je le disais, sur le portrait qui se rajeunit un petit peu et sur les supports utilisés pour diffuser, quoi. Si on vous entend, si on comprend bien, hein, parce que peut-être on interprète mal, quand on vous écoute, on a l'impression que vous êtes en train de nous dire, peu importe ce que veut faire le client, parce que le client peut partir avec une idée très précise, peut-être même très étroite de ce qu'il imagine être possible. Je parle en termes technologiques. Vous vous dites c'est la découverte du client qui est la plus importante, c'est quel message il veut faire passer, quels sont ses objectifs, quels sont quelque part un peu ses clients, et vous allez sortir quelque part le meilleur, voilà, le meilleur en termes de photos ou en termes de vidéos. C'est ça qu'il faut que nous comprenions. Ce qu'on appelle nous cahier des charges, et c'est pareil en vidéo, c'est indispensable. C'est indispensable de prendre ce temps en amont pour identifier, comprendre et parfois même accompagner sur d'autres pistes parce qu'ils sont immergés dans leur société depuis un moment et se trompent parfois de chemin. C'est le cas, c'est le boulot aussi des boîtes de com et autres, mais quand ils nous appellent en direct, notre travail va aussi vers ça, de les aider dans la stratégie et d'ouvrir le champ des possibles. J'aimerais qu'on revienne à la base en fait. Pourquoi utiliser la vidéo pour une stratégie de communication marketing? Alors certains disent la vidéo permet d'avoir une communication attractive, elle permet de créer un lien de confiance, d'améliorer le référencement du site, de porter à la communication, ça favorise l'acte d'achat, ça augmente le trafic sur votre site, la vidéo procure un avantage concurrentiel. Au final, quelles sont les bonnes questions à se poser avant de mettre en place une stratégie vidéo? En fait, une stratégie vidéo, c'est tout simplement une stratégie de communication. Et donc, en fait, la vidéo, c'est un des médias. Ça peut être aussi la photo, ça peut être de l'écrit. Donc, en fait, c'est pas simplement penser que à la vidéo, mais c'est plutôt dire qu'est-ce qui est le plus important, le plus pertinent par rapport au client
par rapport à son objectif et par rapport à sa cible. Alors là, je t'interromps, excuse-moi, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que donnent peut-être les réseaux sociaux, c'est qu'aujourd'hui, tout doit se traduire en vidéo. Donc toi, tu dis, attention, c'est pas le cas. Bah, c'est pas forcément le cas. Enfin, à mon sens, sinon on va avoir une overdose de vidéos et des fois faire une vidéo juste pour faire une vidéo. Excuse-moi. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que faire une vidéo juste pour une vidéo, quel est l'intérêt? Et pour moi, c'est hyper important de dire la vidéo, elle va raconter telle histoire parce qu'on a tel objectif par rapport à telle cible. Et si notre cible est plutôt à lire des journaux papier, ça sert à faire une vidéo parce qu'ils ne vont pas la voir. Donc il faut vraiment penser d'abord à qui on s'adresse. Et du coup, quel type de vidéo va les intéresser? Et c'est pareil, c'est que si notre cible voit des vidéos mais elle ne voit pas le type de vidéo qu'on est en train de faire, ça ne va pas non plus les intéresser. Si on a une cible jeune qui a envie de voir l'envers du décor, faire une vidéo institutionnelle, posée en disant bonjour, je m'appelle ceci, cela et je fais ça, on est les meilleurs dans notre métier, ça ne va pas les intéresser. Peut-être qu'eux, ils vont plutôt vouloir, en tant que cible, dire tiens, moi j'ai envie de les voir travailler, faire des photos making-of, faire des vidéos making-of, voir l'envers du décor, et du coup trouver le côté humain qui est peut-être beaucoup plus intéressant. Donc si on vous entend, les bonnes questions à se poser avant de mettre en place une stratégie, qu'elle soit vidéo ou photo, c'est de se dire qu'est-ce qu'on veut passer comme message et à qui, quelle est la cible, quelle est la cible quelque part. La stratégie de photo se place bien dans cette même optique. Alors moi j'aurais tendance à vous dire oui ok, j'entends tout ce que tu dis Étienne, mais à un moment donné on entendait dire non mais il faut faire des vidéos style TikTok, style... que ce soit plus punchy, plus accrocheur, voilà, plus donc, court, ça qu'on a moins de temps d'attention. Ça vient à l'inverse de ce que tu viens de dire. Toi, tu nous dis, comme pareil pour la photo, vous nous dites non, ça dépend du message, quel est ton objectif, du message que tu veux faire passer et à quel client tu t'adresses. C'est ça. Si on a un client jeune, si on vend directement au public et que le public a 12 ans, une vidéo TikTok, ça peut très bien les intéresser. Mais si notre public n'est pas habitué à avoir des vidéos très courtes, en fait, ça va le perturber. Si on fait une vidéo tuto parce qu'on a besoin d'expliquer tout le matériel qu'on produit, etc., et en fait, la vidéo tuto qui dure 12 secondes, c'est hyper compliqué. Donc, on aura besoin d'une vidéo qui sera plus longue. Donc, c'est vraiment à comprendre quelle est notre cible et l'attente de cette cible, en fait. Pour moi, c'est le principal à mettre vraiment en premier. Alors, une fois la vidéo a été mise en ligne, l'objectif, c'est d'avoir de la visibilité et des clics. Comment optimiser les vidéos ? Il y a un outil, il y a des trucs, il y a des astuces pour optimiser ta vidéo, qu'elle soit le plus vue, le plus regardée. Est-ce qu'il y a des techniques particulières? Est-ce qu'aujourd'hui les hashtags par exemple marchent encore sous les vidéos? Ça permet d'avoir plus de visibilité? Alors oui et non. Ah oui et non. En fait c'est pareil, c'est qu'on va s'intéresser à la plateforme de diffusion. Et donc selon les plateformes, les hashtags vont être plus ou moins intéressants. Sur YouTube, c'est pas forcément les hashtags qui vont être les plus intéressants. Sur LinkedIn, on en parle un petit peu, mais c'est pas non plus ça. Donc en fait, il n'y a pas de modèle préétabli pour dire telle vidéo, elle va faire telle chose. Mais si on a trouvé la bonne vidéo qui s'adresse à la bonne cible, en fait, si les gens voient votre vidéo, ça va donner un a priori favorable à l'algorithme. En gros, sur n'importe quelle plateforme, on poste une vidéo ou une photo, l'algorithme va le montrer à quelques personnes, un échantillon. Si ça fonctionne, que les gens le regardent, elle va agrandir l'échantillon de plus en plus. Et c'est comme ça qu'on fait une vidéo ou une photo virale. Donc si on fait une bonne vidéo, que les gens s'y intéressent et qu'ils la partagent et qu'ils la commentent, en fait elle va être vue de plus en plus. Donc la clé c'est le contenu. En fait. C'est le contenu. Si on fait une mauvaise vidéo, finalement elle ne sera pas vue en fait. Et on a beau avoir mis le texte qu'il fallait, les hashtags qu'il fallait, etc., ça ne marchera pas. Le contenu en fait c'est vraiment le fond le plus important en fait. Et la forme derrière c'est juste prendre en compte sa cible, le réseau social, etc. Et donc ça c'est les éléments clés de performance pour la vidéo. C'est la cible, c'est le contenu, c'est le format, c'est tout ça. Si on ne fait pas la bonne vidéo au bon moment, adressée à la bonne personne, en fait, ça ne peut pas fonctionner. Et pour la photo, ça fonctionne pareil ? Ça fonctionne pareil. Après, Étienne parlait tout à l'heure en communication de vidéo, photo et texte. En photo, c'est très souvent ce combo photo-texte qui va être utile aussi. Il ne faut pas que le texte prenne le dessus sur la photo, mais il va parfois venir souligner un détail. C'est ni plus ni moins le cas si on sort du côté corporate d'une exposition où vous ne verrez jamais une photo sans un titre. Sur la description, etc. Et c'est aussi d'ailleurs sur les amateurs, un conseil que je vais donner, c'est trouver le titre de votre photo avant de la faire. Ça vous obligera à chercher quelque chose, à l'attendre et avoir cette petite émotion au moment où on arrive à choper cet instant, plutôt que de prendre des photos en se disant « je verrai ce que ça raconte après ». Alors ça me refait penser à juste une phrase qui était beaucoup, qu'on entendait beaucoup à l'époque, c'était le poids des mots, le choc des photos. Donc toi tu dis que c'est un peu dans ce sens-là ? Oui, tout à fait. D'accord.
Et ça vaut aussi pour une vidéo en fait. Si c'est juste filmer pour filmer, pareil, on ne saura pas où on va. Alors que si on a d'abord établi ce qu'on voulait dire dans la vidéo, donc c'est du coup l'écriture du scénario, ensuite on va pouvoir filmer et filmer de façon efficace pour raconter une histoire. Alors d'après un rapport Cisco, d'ici quelques années, la vidéo représenterait 80% du trafic sur Internet. Quelle va être la place réservée à la photo? Il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. Voilà. Alors, je Bon, mais plaisante. ça y est, on est fixé. C'est déjà quelque Donc, part un petit peu au le revoir. cas, c'est-à-dire que on dit déjà aujourd'hui que, en effet, la vidéo est le premier outil de communication. C'est vrai, surtout sur les réseaux. Si on prend de manière globale l'utilisation des deux, la photo reste encore une fois devant parce que les sites internet, parce que le besoin de photos de produits, parce que voilà, donc il y a vraiment différentes formes et la photo aura toujours son utilité parce que le message, encore une fois, sera différent, parce que le besoin sera différent. Moi, je tombe très régulièrement sur des reportages pour des sociétés où il y a, comme on le fait ici, une équipe de réalisateurs qui sont là pour faire le film institutionnel, mais la société a aussi besoin d'images pour d'autres secteurs de communication, pour de la communication papier, pour du flyer, pour leur site. Ou pour voir comment s'est passée la vidéo. Ou pour voir comment s'est passée la vidéo. Donc, non, c'est vraiment, je pense que ce qu'on résume tous les deux, c'est vraiment ça. C'est le message qui influe sur l'outil et sur tout le reste. D'une manière ou d'une autre, on aura toujours une présence avec la photo sur les réseaux, peu importe, Ça, j'en suis peu persuadé. importe le format en fait. Je voulais te poser une petite question, Étienne, parce que alors aujourd'hui, il suffit d'un smartphone, d'un micro, d'un logiciel de montage vidéo pour filmer. Alors moi, clairement, j'ai plus besoin d'un pro. Moi qui te le dis, je fais 2-3 vidéos. Je voulais savoir ce que tu en pensais, toi, du fait de ne plus utiliser de caméra et de tout faire au téléphone. Mais en fait, c'est ce que je disais au tout début, c'est que des fois, en fait, il y a des formats vidéo qui n'ont pas forcément besoin d'un professionnel. Alors évidemment, on fera toujours une interview qui sera plus qualitative que la tienne, parce que l'angle de vue, parce qu'on saura faire la prise de son de façon plus professionnelle, parce qu'on a l'expérience. Mais en fait, nous, notre métier, il est obligé d'évoluer en termes de qualité. En fait, tout ce qui était vidéo de base, il y a encore 15 ans, quand on s'est créé, c'était très institutionnel, etc. Et en fait, ça, les gens n'en veulent plus. Ce qu'ils veulent, c'est avoir des idées et des conseils, en fait. Et c'est là où on va se différencier de l'amateur ou de la personne qui est en interne d'entreprise qui touche un petit peu à tout. C'est que nous, on est là vraiment pour écouter le client et lui donner le bon conseil pour écrire le bon scénario et faire la bonne vidéo. Et en fait, faire une vidéo, c'est pas simplement filmer, c'est aussi le regard, la façon dont on va se cadrer comme une photo. En fait, à quelques centimètres près, en fait, la vidéo va raconter quelque chose d'autre. Et à côté de ça, en fait, c'est que quand on raconte quelque chose, les mots et les images, en fait, elles vont être en complément. Si le texte, si quelqu'un parle et qu'on montre la même chose que ce qu'il dit, c'est redondant en fait. Et la force d'une vidéo et la force d'une photo, c'est de raconter deux choses différentes. On aura le son d'un côté, on aura l'image, et c'est en fait l'alliance des deux qui va raconter quelque chose. C'est pour ça que quand on voit un film, en fait, on a une émotion. L'émotion va transparaître par ce qui est dit, par ce que l'on voit, par ce que l'on entend. Et tout ça, en fait, c'est un mélange que la vidéo et du coup le professionnel va apporter par rapport à quelqu'un qui a moins d'expérience ou qui bidouille avec son téléphone. Donc le téléphone, c'est bien, mais l'expérience, c'est mieux. C'est ça, mais ça permet de faire des choses du coup plus qualitatives, je pense, pour les boîtes de prod. Donc ceux qui vont rester sur des vidéos bas de gamme, en fait, ils vont taper sur le coût et à un moment donné, en fait, le coût, on n'arrive pas à vivre. Donc on va devoir forcément augmenter en gamme pour que du coup, il y ait le côté professionnel et puis le côté, on peut aussi même parler d'intelligence artificielle, c'est qu'à un moment donné, l'humain, en fait, il aura quelque chose qu'on ne peut pas encore lui prendre, c'est la créativité et c'est d'être physiquement présent, en fait. Mais est-ce qu'on peut dire que dans ces cas-là, parce que tu m'excuseras Anaïs, toi tu fais quand même avec les moyens que tu as mis en place une vidéo, c'est des vidéos, comme on le disait, relativement courtes par rapport à des sujets bien précis. Mais excusez-moi, sur le plateau, quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu trouves tout et n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces amateurs qui se prennent pratiquement pour des pros? Écoutez quelques conseils, au moins. Suivez un minima une formation. Pour la photo, tu as la même chose. On voit plein de photos qui sont prises avec aujourd'hui nos téléphones. Si je vous écoute, messieurs... oui, alors vous pouvez faire quelques vidéos, quelques photos, comme ça, on vous excusera. Mais si vous avez des sujets un peu plus importants ou un peu plus sérieux à traiter, ou peut-être plus en décalage, appelez-nous. Il faut l'œil, l'expertise. Il y a ça, et puis aussi, c'est le fait de l'image que l'on va renvoyer. En fait, c'est que si on fait une photo bancale, si on fait une vidéo pas terrible,
Mais en fait, c'est l'image de la société qui va être remise en cause. Et du coup, une grande entreprise qui fait des millions et qui prend un amateur pour faire une vidéo à 200 €, c'est pas l'image peut-être qu'ils ont envie de transmettre sur les réseaux. Et donc du coup, c'est aussi important de se dire, l'entreprise professionnelle, du photographe, de la vidéo, va faire une belle vidéo qui va mettre en valeur l'entreprise en fait, qui fait passer ses services. Donc c'est aussi ça à prendre en compte. C'est pas simplement dire c'est pas cher, on peut le faire nous-mêmes, mais c'est qu'est-ce qu'on veut transmettre comme image au public. Même avis pour la photo? Le même. C'est souvent la question, en effet, le matériel. On a fait l'exemple avec Anaïs ce matin, je lui ai confié mon matériel. Oui, elle avait le même sujet, elle avait soi-disant... était pire que moi quand même. Oui, c'est vrai. Elle avait essayé, était pire. Non mais voilà, c'est vrai que cette partie humaine... Attends, excuse-moi de t'interrompre, parce que tu es en train de dire, tu peux travailler avec le plus beau, le plus cher matériel du monde. Si tu vois, c'est vrai que tu as des appareils photo qui sont quand même d'un certain prix, on va dire ça. Si tu as quelqu'un qui est complètement novice, mais qui a une intention véritable de prendre une belle photo, si tu n'as pas la formation, si tu n'as pas l'expérience derrière, ça ne fonctionne pas. Oui, puis le regard surtout. Ah, toi, la différence, c'est le regard? Le regard surtout, c'est-à-dire que ce qu'on cherche avant tout, c'est à transmettre une émotion. Il n'y a rien de mieux en photo et en vidéo de chercher quelque chose, d'avoir soi-même l'émotion quand on a réussi à le figer et à nouveau transmettre cette émotion au lecteur. Et ne serait-ce qu'ici, et c'est pour ça que je taquinais Anaïs par rapport aux 2-3 photos qu'elle a prises ce matin, c'est que elle a pris des photos de qualité avec un matériel de qualité, mais qui ne raconte rien, parce qu'elle n'a pas cette expérience et ce regard de dire qu'est-ce que je cherche, comment je peux le figer, qu'est-ce qui fait, comme disait Étienne, que si je me décale de 2 mm, la photo ne raconte plus la même chose. Voilà, il y a quand même plein de règles de composition qui font qu'on peut très vite passer d'une photo parfaite à une photo ratée. Mais nous-mêmes... Il faut savoir saisir en fait l'émotion, l'objet de la photo. C'est ça. Donc, et c'est vrai qu'on l'oublie souvent un peu dans le corporate. C'est ce que j'allais dire. C'est des choses qu'on va retrouver sur les photos de famille, sur voilà, des choses... Mais enfin, dans le corporate, c'est exactement la même chose. Je parlais tout à l'heure en effet de cette importance de mettre en avant le travail manuel. Et c'est souvent d'ailleurs les sujets de mes reportages. Voilà, ces détails, ces mains. Ça fait la différence, ça t'en colle encore des frissons. Mais oui, c'est ce qu'on cherche. Ce que tu es en train de dire, c'est que tu as beau apprendre tous les codes par rapport à une photo ou par rapport à une vidéo, si tu n'arrives pas à saisir l'émotion, donc ça c'est l'œil du photographe. Ben, je pense qu'on est plus passionné déjà. Ce que vous nous décrivez, hein. Bien, il n'y a pas cette parce que vous avez la culture de l'émotion finalement, on peut dire ça. Ok. En fait, ça devient un métier plus une passion. C'est la pratique qui t'a fait avoir cet œil un petit peu. Parce qu'on dit l'œil du photographe. Forcément. Oui, l'œil du photographe. Ouais. Forcément, la pratique et l'expérience fait évoluer sur des thèmes équivalents. Je vois moi-même la différence entre ce que je pouvais faire il y a 10 ans et ce que je fais aujourd'hui. Après, je pense, je ne sais pas si tu vas me contredire, qu'il y a aussi, comme tout métier artistique, peut-être une petite dose un petit peu d'inné et surtout une grande dose de passion en fait. Voilà, c'est vraiment ce qu'on recherche. Alors, tout à l'heure, tu m'excuseras, du coup j'ai une autre question à lui poser. Tu me parlais d'une expérience, d'un événement, c'est un mariage, et tu allais prendre une photo, et t'en as plein qui sont arrivés avec leur téléphone portable pour prendre eux la photo. Bon, il y a beaucoup de photographes qui auraient dit « Poussez-vous, je ne peux pas prendre la photo que je voudrais prendre ». Et toi, tu as transformé, c'est-à-dire que tu cherchais à ce moment-là, donc plus la photo pour la photo de la mariée qui arrivait, mais tout ce qui se passait comme émotion autour de la mariée qui arrivait. On est régulièrement confronté à des problématiques. Ce qui est beau et intéressant dans la photo, c'est le côté vraiment reportage, donc le côté un peu volé. On le dit souvent, il n'y a rien de plus beau qu'une photo volée qu'une photo posée. Donc très souvent on est confronté en effet à ces problématiques et oui, il y a bien longtemps je faisais un peu de mariage et cette photo je l'avais trouvée extraordinaire parce que j'aurais très bien pu en effet me retrouver dans la situation de
mais vous me gênez, laissez-moi travailler. Et en fait, je m'en suis servi et on avait l'impression d'être au Festival de Cannes, avec cette mariée qui arrivait sur sa trottinette et toutes ses mains tendues avec les téléphones. C'est ça aussi. Et même les mariés avaient trouvé cette photo dingue, alors qu'on était parti faire des photos dans un parc magnifique et tout, mais celle-ci résumait en fait leur mariage. Mais alors toi tu fais beaucoup de photographies aussi pour l'immobilier. Comment tu arrives à passer l'émotion d'une maison qui va être vendue? Toi-même tu ressens une émotion quand tu regardes une pièce et tu arrives à... J'irais même plus loin que ça, il y a des maisons qui sont plus photogéniques que d'autres. Ah, et pas forcément les plus belles, il y a des maisons qui ont une âme, qui racontent une histoire. Donc c'est vrai qu'on ne le retrouve pas souvent sur les photos et c'est ce qui me caractérise aussi un petit peu, et ce que mes clients aiment, c'est que voilà, je vais aller chercher ces détails, cette vieille tomate marquée par le temps, les moulures d'un appart haussmannien, voilà, tous ces petits détails qui souvent sont noyés dans une vue d'ensemble très large, et du coup au détriment de l'âme du bien, quoi. D'accord. Pareil pour la vidéo? Ah oui, pareil. Tu vas aller chercher ce petit détail qui va faire la différence par rapport à une vidéo finalement classique, on pourrait dire. C'est ce qu'on essaie de faire en fait. Encore une fois, c'est l'émotion en fait. Et du coup, l'émotion, des fois, c'est rien qui fait que la vidéo va être super ou pas. Moi, je me rappelle qu'on avait fait un documentaire à la Nouvelle-Orléans et à un moment donné, on était dans un parc et on interviewe des historiens. Et là, il y a une classe qui arrive de l'école et puis ils se mettent à écouter. Et donc on continue à faire les interviews et puis à un moment donné l'historien interpelle la classe et puis commence à chanter une chanson sur Rosa Parks, etc. Puis on était là avec les caméras, mais c'est extraordinaire. Et c'était pas du tout prévu et finalement dans le film c'est une charge d'émotion exceptionnelle parce qu'on voit la transmission de ce vieil historien sur l'histoire des Noirs américains, les jeunes qui viennent apprendre une chanson. Et enfin du coup tout ça se mélange et en fait faut réussir à être là pour capter la bonne chose, la bonne intention et la photo, la vidéo en fait. Quand on est pro ou quand on a de la chance, quand on a cette sensibilité, en fait, c'est ça qui fait que le média va être fantastique. En fait, la vidéo ou la photo, il faut vivre l'instant, peu importe. Ok. J'avais une dernière question pour les vidéos. Pourquoi elles sont si populaires? Pourquoi est-ce qu'on utilise la vidéo à tout va? On veut faire de la vidéo, pourquoi? J'ai envie de dire qu'en fait la vidéo c'est quelque chose déjà qui est facile d'accès parce qu'on est un peu consommateur donc on se met sur son canapé quelque part, et puis en fait ça peut défiler facilement donc il y a moins de difficultés, il ne faut pas lire, etc. Donc ça vient un peu vers nous. Il y a le côté qui raconte des histoires aussi donc on va être hyper content de pouvoir vivre une émotion et par exemple TikTok il joue là-dessus en fait. C'est des vidéos très très courtes avec des émotions hyper différentes et donc on va chercher cette adrénaline en dire tiens il y a quelque chose qui m'a intéressé. 2, 3, 5 vidéos pas bien, mais peut-être la 6e elle sera bien, hop, et la 7e elle est super, hop, du coup on est reparti sur une boucle encore. Donc en fait les vidéos elles nous happent, elles nous racontent des histoires, elles nous permettent d'oublier nos soucis, de nous faire vivre des aventures extraordinaires. C'est pour ça qu'il y a autant de super-héros aujourd'hui, parce que oui, mais ça manque un peu d'émotion, toute l'émotion que vous venez de traduire là. Alors peut-être parce que vous êtes très réceptif à l'émotion et que vous allez la chercher vous aussi, parce que tout à l'heure tu as dit un mot volé au passage, enfin c'est bienveillant. Vous allez quand même vous chercher cette émotion que, comme disait Anaïs, les petites vidéos qu'on peut faire comme ça à titre privé ou voire un peu plus, elles n'ont pas cette émotion finalement. Ou c'est très rare. L'émotion n'a pas de différence, ça peut être une blague. En fait, si c'est des vidéos marrantes, l'émotion c'est de rire et du coup de se sentir bien, d'oublier son quotidien. Donc c'est pas forcément une émotion où on va sentir quelque chose de beau, etc. Mais il y a beaucoup de vidéos qui fonctionnent parce qu'on dit que c'est des pranks, on va piéger quelqu'un. Et en fait, ça fait rire les gens. Mais du coup, c'est une émotion de rire. Les émotions, ça va être le rire, ça va être la tristesse, ça va être la joie, ce genre de choses en fait. Et du coup, le but de l'humain, c'est de retranscrire des émotions et les partager à ses congénères en fait. Ok, tu as besoin de conseils, toi? Pas personnellement, j'ai retenu qu'il fallait de l'émotion. Voilà, l'émotion, je l'ai. Pour conclure, on va quand même vous demander oui, allez, un ou deux conseils pour les photos. Tiens, commençons par les photos. Pensez à personnaliser en fait. C'est-à-dire qu'on n'en a pas parlé, mais il y a un vrai sujet sur l'utilisation de la photo, de l'image dans la communication. C'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de banques d'images qui permettent d'acheter des photos
Voilà, ouais, mais j'ai un site à refaire, mais c'est pas grave, je vais acheter 3-4 images et puis voilà, j'aurai une paire de mains sur un clavier, une poignée de main parce qu'on a signé un contrat et puis ça ira bien. Mais c'est tellement plus. Ben oui. Ouais. Ça manque d'émotion. Ben voilà, il n'y a rien d'individuel et ça c'est vrai que c'est aujourd'hui je pense la plus grosse erreur et toutes les boîtes de com le disent et le subissent également. J'ai des clients pour qui je travaille en effet qui sont très embêtés par rapport à ça parce qu'ils aimeraient eux pour justement leur outil de communication avoir quelque chose de beaucoup plus personnel. Et voilà, il faut encore un petit peu de temps pour que ça rentre vraiment. Donc toi, c'est le conseil ultime que tu donnes, personnaliser. Mais oui, mettez-vous en avant, vous. Ouais. Étienne, et après il y aura une dernière question. Bah, effectivement, et je te relance, c'est hyper important de personnaliser et du coup de penser à sa cible en fait. Et si on pense à sa cible, on va forcément personnaliser. Donc en fait, il faut écouter ses clients, écouter son audience, à qui est-ce qu'on veut s'adresser et du coup on va comprendre ce dont ils ont envie, ce dont ils ont besoin. Et c'est comme ça qu'on pourra faire la vidéo qui va leur plaire et qui sera vue surtout. Alors finalement, tu sais que ces deux-là, on peut peut-être les remplacer demain avec l'intelligence artificielle. C'est vrai. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur l'intelligence artificielle? Demain, on peut te remplacer finalement. Tu vas On met une intelligence artificielle en place qui aura, on va lui demander de mettre de l'émotion, de personnaliser, puis boum, on aura la bonne photo avec le jardinier, par exemple, qui est en train avec son petit potager à côté d'une piscine, à un endroit qui finalement qu'on ne s'imaginait pas. Donc on peut transformer nous notre décor, demander à l'intelligence artificielle, même nous remplacer, pourquoi pas. Oui, bon. Donc qu'est-ce que vous en pensez de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on sera capable de faire en intelligence artificielle tout ce dont on a parlé, c'est-à-dire tout ce travail en amont d'échange, de partage, de compréhension, de scénariser, en photo comme en vidéo, tout le travail qu'il va y avoir derrière? Je ne suis pas convaincu. Après, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose, c'est d'actualité, c'est quelque chose qui va sans cesse évoluer. Avec l'intelligence artificielle. Il le faut. Si on commence à dire et à le subir, autant arrêter tout de suite. Donc oui, ça arrive très vite, peut-être trop vite. Mais voilà, moi j'essaie aujourd'hui d'être plutôt dans le « ok, très bien, c'est ça, comment je peux m'en servir ?» plutôt que de, encore une fois, le subir. Et l'exemple que tu donnais tout à l'heure, en effet, nos outils de développement d'images et de retouche d'images ont déjà intégré en effet l'intelligence artificielle, même si c'est encore en version bêta. Ils font des choses assez extraordinaires. Ok. Mais c'est pas ça qui amènera l'émotion et la personnalisation. Non, puis il y aura toujours en effet ce besoin dans l'humain. Tu le vois ici sur les photos de portrait. Qu'est-ce qui fait qu'il sourit? Parce qu'il y a un échange entre nous. Je te rappelle à l'époque où on était en plein Covid, où je faisais les photos avec le masque, où je ne comprenais pas pourquoi ton invité était complètement figé. C'est juste parce qu'il ne voyait rien de moi. J'étais caché derrière mon appareil photo, mon masque, et dès que j'ai baissé le masque, tout de suite il s'est passé quelque chose. L'intelligence artificielle n'apportera pas toutes ces choses-là. Ça va rester quelque chose de très technique et scientifique. Mais je suis convaincu que notre part d'humain et d'humanité qu'on met dans notre métier ne sera pas remplacée et pas remplaçable. Pour la vidéo, c'est pareil, en fait, il faut qu'on monte en qualité et du coup en personnalisation. C'est que l'intelligence artificielle va pouvoir faire des choses de base, pouvoir avoir des super idées de scénario, etc. Mais techniquement, qui va venir filmer? Ce ne sera pas un robot. Donc finalement, en fait, il manque le côté humain. C'est le côté humain qui est le plus important. Tout simplement. On va les faire se positionner par rapport aux photos. On vous a mis quelques photos humoristiques. Alors là, c'est vrai que durant des tournages, on en trouve très peu sur les vidéos, quoique. Si vous aviez à choisir, à retenir une des photos, laquelle vous préféreriez, messieurs? À quel vous trouvez qui caractérise... alors le photographe, c'est vrai que tu as oublié, il y a une particularité quand même chez les photographes, c'est qu'on les trouve dans toutes les positions, même les plus loufoques. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de photos qui nous parlent un petit peu. Forcément, celle-ci qui reprend un peu l'exemple que tu donnais tout à l'heure du mariage. Il y a celle-ci que je trouve très drôle aussi, parce qu'il y a aussi ce côté un petit peu cliché dans notre métier où le matériel semble être l'identification même du professionnel. C'est-à-dire que si il faut que tu viennes je avec parle tout de ça ça il y a encore accroché. quelques années, Okay. ça faisait longtemps que je souhaitais évoluer vers un autre matériel
en plus de meilleure qualité, plus performant et autres, sauf qu'on était au début de l'hybride, donc de la miniaturisation de l'appareil photo. Et souvent, il y avait en effet ce regard, quand j'étais sur des reportages avec des vidéastes qui étaient déjà, eux, passés sur des petits boîtiers et puis sur la grosse caméra qu'on se posait sur l'épaule, ce réflexe de gens, ils me disaient ah, on voit que vous êtes un professionnel, vous, bah oui, j'ai 12 kilos sur le dos, il ne manquait plus que le bob et le gilet reporter pour vraiment être dans la case. Ouais. Alors qu'à côté de ça, parce que l'autre là-bas, avec son petit truc, là, on ne sait pas trop ce qu'il fait. D'accord. Donc voilà, il y a vraiment ce l'image qu'on côté- avait des photographes. cette photo. ça évolue avec le matériel, mais c'est vrai que cette photo me parle particulièrement parce que voilà, Et toi, c'est du vécu, et quoi. toi, Étienne, c'est plutôt ça, c'est plutôt ça, c'est plutôt ça. Laquelle te parlerait le plus? Après, moi, ce serait pas forcément sur le futur, mais plutôt sur le passé avec le côté caméra et la pellicule, parce que moi, j'ai commencé dans le cinéma, donc avec ma pellicule, et on a aussi produit des films en pellicule avec la boîte, donc moi, c'est ça ce qui m'intéresse aussi, c'est le côté argentique, le côté raconter de l'émotion, que le grain de l'image aussi raconte En quelque fait, il chose. regrette que derrière, il n'y ait pas la bobine C'est qui ça, qui absolument. défile. De Et puis, il nostalgie. y avait un bruit, tout ça, c'était extraordinaire. D'accord, donc un nostalgique de l'ancien matériel. Bon, alors la prochaine fois que vous viendrez sur notre plateau, On tournera en à la pellicule. régie, on va tournera la lui pellicule, ouais, proposer c'est ça. de retourner vers une pellicule. Bon, je ne garantis comme pas ça. de pouvoir livrer les photos aux clients. Oui, le c'est jour vrai que même, par nous, les contre. clients, quand ils repartent avec C'est la un peu plus photo du compliqué. tournage. C'est ça. Donc là, ça va être un peu plus compliqué. Mais en tout cas, merci beaucoup, Étienne. Merci à vous. Beaucoup, Frédéric, pour cet échange. Quant à nous, nous nous retrouvons pour un prochain numéro de Sapico Park. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube. Likez, commentez, partagez, adressez-nous vos idées. Merci de votre fidélité, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous y retrouverez les coordonnées, comme d'habitude, d'Étienne et de Frédéric. Merci à toute la régie qui était sur le plateau. Donc là, on va avoir quand même quelques peurs, non? Tu crois? Quelques Peut-être. craintes sur Est-ce qu'on sur la remercie notre finalité? photographe? Oui, non, même pas. Il était sur non, notre plateau, donc évidemment. on ne va même pas le remercier. À bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, ce sont vraiment des compétences d'être photographe et puis d'être une unité de production et de régie.